Ravi de vous retrouver, nous sommes en direct avec vous sur LCI et sur Radio Classique. Nathalie Kosciusko-Morizet, il y a plusieurs problèmes. L'affaire Valls, évidemment. La situation à l'intérieur de l'UMP, on va parler évidemment des municipales à Paris et de politique culturelle, pourquoi pas de rythme scolaire. Cette affaire Valls, vous en pensez quoi? Sur le fond, il faut appliquer la loi. Donc il a raison. Il faut appliquer la loi. Et quand je vois des grandes figures du Parti Socialiste, même le président de l'Assemblée nationale, qui a l'air de Barthelone, Peillon, Harlem Désir. Qui a l'air de prendre ses distances avec la loi, c'est pas possible. Après, dans la manière de l'appliquer, on peut trouver d'autres méthodes que dans une sortie scolaire. Pour elle et puis pour les autres enfants qui sont là aussi. Parce que, pas comment ça réagit dans la classe, mais je pense que là, ça peut créer un choc. Mais il faut appliquer la loi. Et je voudrais dire à ce sujet que c'est plus, là, vous avez fait la liste de ceux qui ont eu des réactions vives. C'est plus le Parti Socialiste, c'est le Parti Schizophrène sur ce sujet, comme sur d'autres. Est-ce qu'avant Noël, on va avoir une semaine dans laquelle on n'aura pas deux ministres qui s'affrontent, un Premier ministre qui dit le contraire, parfois ça se passe jusque dans la cour de l'Élysée en sortant du Conseil des ministres, de l'autre. Théa Valls-Duflot, Valls et une partie de la gauche maintenant. On peut faire la liste, écoutez, Valls-Duflot, Valls-Taubira, Moscou-Montebourg, récemment, là il y a une polémique qui est en train de se faire, tous les jours il y en a une. Mais alors la faute à qui? La schizophrénie a forcément des origines. Moi je pense qu'il y a deux problèmes. D'abord vous avez un problème d'autorité des personnes. C'est clairement le Premier ministre et derrière le Président de la République, peut-être devant même le Président de la République, qui sont ici en cause. Parce qu'il y a un problème d'autorité, mais il y a aussi un problème de fond, il y a un problème de vision. Quand on a tellement menti aux Français pendant la campagne, comment s'étonner qu'au sein même du gouvernement, il y a des gens qui prétendent avoir entendu des choses différentes, avoir des visions différentes. Hollande a été le roi de l'ambiguïté pendant toute la campagne présidentielle. Comment s'étonner aujourd'hui, finalement, que, de bonne foi ou peut-être avec un peu de mauvaise foi, certains ministres pensent ou prétendent n'avoir pas compris la chose. Là, je prends un exemple très concret. Regardez, Valls-Taubira. Et qu'est-ce que disait François Hollande pendant la campagne présidentielle? Comment comprendre? Regardez la question de la fiscalité, la question des entreprises. On a eu pendant la campagne présidentielle un président qui a fait croire aux Français qu'on allait pouvoir faire payer les riches et que tous les autres seraient préservés, sans précision sur ce qu'étaient les riches. Et puis aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, c'est 9 Français sur 10 qui payent plus d'impôts, qu'il y en a pour tout le monde. La fin de la défiscalisation des heures sup, il y en a sur les entreprises, il y en a sur les niches fiscales, il y en a pour tout le monde. Il faut quoi? Que le président de la République parle, intervienne? Je pense que là, on est arrivé à un tel stade qu'il faut que le président de la République fasse d'une certaine manière amende honorable par rapport à ce qu'a été sa campagne et dise clairement ce que sont ses positions, ce que c'est que sa vision de la France, où on va, qu'est-ce qu'il veut faire. Tabar l'a rappelé tout à l'heure, puisqu'il a dit qu'il allait lutter fermement contre l'immigration clandestine sur ces affaires-là. Guillaume Durand, il dit tout et son contraire. Sur tous les sujets, il dit tout et son contraire. Il y a eu un moment qui m'a beaucoup frappé, c'est l'affaire des pigeons il y a 1 an. Quand ils ont fait exploser les plus-values de cessions mobilières et que du coup, toutes les start-up, tous les jeunes entrepreneurs ont commencé à dire c'est pas possible, on va partir à Londres, à Bruxelles ou ailleurs. Ils ont mis 6 mois à se rendre compte qu'il y avait un problème. Et puis au bout de 6 mois, ils ont fait un grand discours en disant on aime les entreprises et on aime les entrepreneurs. Ils peuvent dire tout et son contraire. Donc, vous dites ce matin qu'il y a une certaine forme de schizophrénie à la tête de l'État, parce que c'est ça quand même le problème. Ah oui, je vous dis, le Parti socialiste... Et la schizophrénie, c'est quasiment une maladie mentale. Le Parti socialiste est devenu le Parti schizophrène. Oui, d'une certaine manière, ils ont besoin d'une grosse thérapie de groupe. Et est-ce que ce n'est pas aussi le cas de l'UMP sur l'affaire Sarkozy, le bilan, parce qu'il y a une réunion aujourd'hui? Vous n'y allez pas, c'est vrai? Ah oui, moi je l'ai dit, cette histoire d'inventaire, je ne vois pas bien l'intérêt. Je pense que ça n'est d'aucune actualité pour les Français. Vous savez, en ce moment, dans le cadre de la campagne de Paris... Enfin, les fillonistes le réclament, Copé l'a voulu, et en fait, la réunion a lieu. Moi, j'entends pas les Français le réclamer. Et ce qui m'intéresse, c'est plutôt ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent, leurs besoins, leurs urgences à eux. Dans le cadre de la campagne de Paris, je fais beaucoup de terrain. Je fais des sorties de métro. J'ai appelé ça NKM près de chez vous. On met, on met une petite table. On crée des occasions de rencontres et les gens viennent causer. Je fais du porte-à-porte. Je faisais encore du porte-à-porte hier du côté du boulevard Brune. Je n'ai pas un Français qui me demande avec une question angoissée quand est-ce que vous faites le droit d'inventaire. Si, Laurent Wauquiez, François Fillon. Ils ne sont pas représentatifs sur ce sujet-là. Moi, je vous le dis. Donc ils sont à côté de la plaque.
Ça n'est d'aucune urgence pour les Français, je vous confirme, d'aucune urgence pour les Français. Mais alors à quoi sert pour un parti politique? Parce que vous mettez en cause la schizophrénie justement du Parti socialiste, mais est-ce qu'il n'y a pas de l'autre côté, c'est-à-dire dans votre camp, et là aussi ça renforce au fond les victoires électorales du Front National, une certaine forme de schizophrénie, c'est-à-dire ceux qui sont pour Sarkozy, pour son retour, et qui ne viennent pas non plus à la Réunion, parce qu'il n'y a aucun des sarkozystes importants qui va à la Réunion de ce matin. Moi je vous dis juste que... Vous aussi vous n'êtes d'accord sur rien? Moi absolument pas. Moi je pas de cherche... vous, hein. Ah bah alors, moi je cherche juste, et je pense que c'est l'essence de la politique, à répondre aux préoccupations, aux urgences des Français. Et je vous dis juste que dans toutes les démarches de terrain que je fais en ce moment, les préoccupations, c'est d'abord la fiscalité, la question du pouvoir d'achat. Là, vous savez qu'il y a la queue devant les perceptions. Il y a la queue devant les perceptions parce que les gens ont été surpris par leur troisième tiers. Il y a eu des hausses pour tout le monde, je le disais. Et maintenant, on reçoit les impôts locaux. Et il y a beaucoup de Français qui disent, moi je ne vais pas pouvoir payer mes impôts locaux, là, il faut que je demande un étalement. Et dans les perceptions d'impôts, ils n'avaient jamais vu une telle pression de demande d'étalement sur les impôts locaux, parce qu'entre les hausses des impôts locaux, par exemple à Paris, je rappelle quand même plus 40%. Est-ce que vous avez le sentiment, par exemple, que sur ce sujet, les gens qui sont, si ce que vous dites est vrai, sont au bord d'une certaine forme de révolte fiscale? Je parle de révolte fiscale, mais pas simplement les mots. Mais au bord le défaut de paiement... Mais au bord d'une certaine forme de révolte tout court. Je vous le dis, moi, sur le terrain, les sujets qui sont les plus prégnants, qui sont... c'est pas le droit d'inventaire, tout le monde s'en moque, c'est la réforme fiscale, ça c'est sûr. C'est la question de la sécurité. La sécurité, d'ailleurs, de manière élargie, c'est comment est-ce qu'on vit bien ensemble, quelle est la qualité de notre environnement d'une manière générale. C'est bien sûr... Vivre bien ensemble, c'est ce que vient de dire François Hollande en revenant d'Afrique du Sud. Le vivre ensemble, c'est fondamental. Il peut dire tout ce qu'il veut, là. Il dit tout et son contraire. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi est-ce qu'à Paris, on a, il y a 1 an et quelques, supprimé les arrêtés anti-mendicité qui servaient de base légale pour faire des contrôles d'identité au nom du fausse bonne charité? Pourquoi? Une fausse bonne conscience. Donc il n'y a pas de différence, ou il n'y a pas de débat entre la loi et les valeurs, parce que c'est un des grands thèmes qui est en train de monter. À laisser penser que la loi ne reflète en aucune manière les valeurs, à laisser penser que la loi est là par hasard, qu'elle n'a pas été votée par les parlementaires, qu'elle n'a pas été choisie, on prend de gros risques. Chevènement lui parle de la dictature de l'émotion. C'est-à-dire tout le monde va interviewer la jeune Kosovar à Mitrovica et on ramène finalement en France une émotion qui est compréhensible et qui est évidemment contraire à la loi, puisqu'elle a eu... On a droit à l'émotion. L'émotion est légitime, on peut avoir de l'émotion. Et puis on a droit de vouloir faire évoluer la loi. Mais on ne peut pas dire tout et son contraire. On ne peut pas, à l'intérieur d'un même gouvernement, dire il faut appliquer la loi, et de l'autre côté, dire mais la loi est inique. Parce que ça, il y a des gens qui disent la loi est inique. Vous parliez tout à l'heure de fiscalité. Et on le fait en plus, j'insiste, ils le font dans ce gouvernement sur tous les sujets. Et donc aujourd'hui, les Français ne peuvent plus savoir où veut aller ce gouvernement. On a parlé de l'affaire Valls, on a parlé de la réunion donc de l'UMP. Je vais vous faire une remarque qui va plus loin. Je trouve que... J'ai encore plusieurs questions. Là. Pardon. Ça devient vraiment même dans l'essence des socialistes. Vous regardez à Paris ce qui s'est passé sur le travail le dimanche. Moi, j'ai une position très très claire sur le travail le dimanche. Je milite pour qu'on puisse élargir les zones dans lesquelles on peut travailler le dimanche à Paris. Ça ne nécessite pas changer la loi. C'est une simple signature du maire de Paris. Je veux que dans les rues du luxe, dans les grands magasins, dans les grands boulevards, à Bercy Village, à la Porte-Maillot, on puisse travailler le dimanche. Eh bien, on ne sait toujours pas quelle est la position de la gauche. Il y a une commission. Formidable. Et puis il va y avoir un rapport aussi. Oui, si vous regardez les positions de Madame Hidalgo, le lundi et le mardi, c'est jamais la même position. Il y a les jours pairs et les jours impairs aussi. En gros, depuis 12 ans, ils ont absolument voulu faire en sorte que le travail le dimanche se développe pas. Et puis aujourd'hui, ils nous disent, peut-être on pourrait faire autrement. Eh bien, comme on peut le faire aujourd'hui, demain matin, là, avec la signature du maire de Paris, moi je dis, si on ne le fait pas demain matin, c'est qu'on le fera pas après-demain. C'est que c'est encore un mensonge sur ce sujet comme sur le reste. Est-ce que vous considérez, parce que c'est un des arguments rampants qui vous est adressé, que d'une certaine manière, la gauche qualifie la droite comme des sortes de putschistes light, quoi. Au fond, ils ne sont pas d'accord avec la fiscalité, on est au bord de la révolte, ils ne sont pas d'accord avec les rythmes de scolaire, il faut les arrêter. Au fond, c'est la loi. Moi, j'aime pas beaucoup les arguments rampants, j'aime bien les arguments debout. Donc, quand ils veulent, ils en trouvent de meilleurs. C'est des gens qui, finalement, n'ont jamais accepté l'élection de François Hollande. Mais attendez, c'est être putschiste que de dire qu'on n'est pas d'accord. Ils voudraient, en plus de cette catastrophe de mauvais gouvernement qu'on a, ils voudraient en plus nous demander de nous taire.
Moi, j'ai bien l'intention de continuer à dire que prétendre vouloir tout résoudre par de nouvelles hausses d'impôts, que ce soit au niveau national ou à Paris, c'est tuer l'avenir, tout simplement. Je parlais par exemple des rythmes scolaires, qui sont quand même une question fondamentale pour les enfants. Les rythmes scolaires, je le dis. Trouver des voix à droite qui défendent Vincent Payon, comme Luc Ferry, par exemple. Écoutez, vous en trouverez peut-être une, mais moi je le dis, vous ne trouverez pas beaucoup de parents pour le défendre. Hein. Et c'est quand même ça qui compte. Je le dis depuis 6 mois, et je le dis avec plus de force encore en ce moment, parce que tous les jours, on voit quelle catastrophe c'est. Cette réforme, dit tout le temps, il a même dit ici que c'était minoritaire, largement minoritaire, même s'il reconnaît les problèmes. Cette réforme a été bâclée, cette réforme a été précipitée, cette réforme aujourd'hui n'a pas de sens. Il s'agissait d'alléger les horaires des enfants en semaine, on les a alourdis, ils sont fatigués. Moi j'ai 2 petits garçons de 8 ans et 4 ans, ils sont fatigués. Les enfants sont fatigués. C'est pas de la faute de la gauche. Bien sûr que c'est la faute de la gauche. Ils ont voulu être les meilleurs élèves de cette politique. Ils ont voulu être les meilleurs élèves de François Hollande. Madame Hidalgo a voulu être la meilleure élève de la classe. Mais la meilleure élève, ça s'est fait au détriment des enfants. Mais tous les pédagogues qui ont écrit des centaines de rapports sur justement l'amélioration des rythmes scolaires. Ils sortent tous les soirs à 16h30 comme avant. Et en plus, ils se relèvent le mercredi matin. Et tout ça pour faire des activités le mardi et le vendredi dont l'utilité est loin d'être avérée. Écoutez, ils n'ont fait pas ça. Ils n'ont pas fait ça. Non, mais ça, moi, je veux pas laisser passer ça. Je suis désolée. Moi, pardon, j'aime pas donner comme exemple mes enfants, mais écoutez, franchement, mon fils de 4 ans, 2 fois par semaine, 2 fois 1h30, il fait éducation nutritionnelle. Vous savez ce que c'est, éducation nutritionnelle? Ça consiste à dessiner des carottes avec une ASEM, qui essaye de faire de son mieux. J'ai déjà 3 magnifiques dessins de carottes. Donc il est fatigué, il est claqué, on lui a élargi ses horaires, mais 2 fois 1h30 par semaine, 3 heures par semaine, il dessine des carottes. Ça va durer jusqu'à Noël. C'est quoi cette histoire ? Il y a des chronobiologistes qui ont inventé cette histoire-là. Écoutez, si on veut écouter sur l'histoire de la carotte, je suis assez mauvais. Si on veut écouter jusqu'au bout les chronobiologistes, ils disaient qu'il y avait aussi quelque chose qui allait pas. C'était les rythmes de vacances d'été. Alors on peut, dans ce cas-là, réduire les vacances d'été. Moi, je l'ai proposé, je pense que c'était une meilleure méthode. Mais je suis sûre d'une chose. Leur réforme, ils l'ont faite pour des raisons politiciennes, parce qu'ils ont voulu être les bons élèves. Elle a été bâclée, elle se fait au détriment des élèves. Et je propose un certain nombre de mesures. Attendez, je voudrais finir sur des propositions. On ne pourra pas parler de culture. Écoutez, je vais finir juste sur des propositions. D'abord, ils nous disent, ils reconnaissent en fait, ils sont dans le début de la repentance, ils nous disent oui, on a des problèmes, c'est vrai, il y a quelques... Bon, on va faire un audit en décembre. Il ne faut pas le faire en décembre, il faut le faire tout de suite. Parce que si on le fait en décembre, on nous dira en janvier qu'on n'a plus le temps de changer les choses. Donc, il faut le faire tout de suite. Puisque je suis arrivé au terme, je vais oublier la culture. Ah non. Non, si. C'est important. D'accord, mais malheureusement, le temps est écoulé. On a parlé des carottes, on ne peut pas parler de la culture. Est-ce que vous considérez que les candidatures dissidentes qui existent à Paris sont un handicap pour vous ? Il y a toujours eu des candidatures dissidentes à droite. Ce qui est important pour moi, c'est que j'ai dit ce que je ferais et je ferai ce que je dis. Dans le 5e arrondissement, j'ai dit ce que je ferais et je ferai ce que je dis. Et je l'ai dit avant la primaire. Donc quand les Parisiennes et les Parisiens m'ont choisi comme candidate pour Paris dans le cadre d'une primaire ouverte, ils savaient très bien ce qu'il en était. Et je voudrais dire un mot de la culture. Je peux Non, parce que là, malheureusement, on peut pas. On a dépassé. On a dépassé le temps. La prochaine fois. Donc, nous étions avec Nathalie Kosciusko-Morizet. Vous étiez sur l'antenne de Radio Classique et de LCI. On va retrouver Magali et Christophe, bien évidemment. Bonne journée à vous. Merci.